révolutionnaire, vous abandonnez la politique, l'activisme politique à la fin des années 60, vous vous retirez dans vos forêts. On a évoqué tout à l'heure ce recours aux forêts à votre manière, mais votre activité intellectuelle, professionnelle surtout, pendant de nombreuses années, va tourner essentiellement autour de l'histoire des armes, à travers des articles publiés dans des revues spécialisées, mais surtout à travers une collection qui va faire date, publiée aux éditions Grancher, je crois qu'il y aura une douzaine ou une quinzaine de volumes, collection tout à fait originale et qui va révolutionner un petit peu le marché dans ce domaine. Il y avait en France des gens, des chasseurs, des militaires, des collectionneurs qui étaient depuis longtemps intéressés par les armes, l'armement, mais qui avaient à leur disposition essentiellement des ouvrages à caractère technique. Et ce que vous allez apporter de nouveau, c'est d'introduire dans tout cela l'histoire, c'est d'introduire dans tout cela les hommes, à travers le contexte dans lequel certaines armes sont apparues, quel rôle décisif elles ont pu jouer sur le plan stratégique. Je pense par exemple au fusil prussien à Sadova, par exemple, ou alors des anecdotes concernant une aventure particulière, un parcours particulier, par exemple pour ce qui concerne le Colt 45, le Colt 45 américain, et ces travaux, ces ouvrages vont rencontrer, autant que je sache, un immense succès pendant de nombreuses années, au point que ce travail, ces études, ce centre d'intérêt, ça va constituer pour plusieurs années votre activité professionnelle en fait principale. Alors, oui, pour dire les choses très succinctement, les premiers volumes, qui en effet, comme vous le dites, étaient d'une conception tout à fait nouvelle, originale. Tout point de vue, le fond, la forme, l'iconographie, la maquette. Maquette qui a été réalisée par quelqu'un que je connaissais un peu avant, mais que j'ai bien connu à ce moment-là, qui était Marc Flamand, le photographe de Bijard, qui était un formidable photographe. C'est lui qui a fait toutes ces photos extraordinaires de Bijard, que l'on retrouve dans les albums Aucune Fête au Monde, Piste sans fin, etc. Magnifique. Et tout ça, c'est le talent de Marc Flamand. Marc Flamand est un artiste. Donc c'est les talents combinés de cette équipe Vénère Flamand qui est née en quelque sorte sur le plan formel cette collection. Parfaitement. Alors moi j'avais une idée de ce que je voulais faire. Je fournissais les documents iconographiques que j'avais sélectionnés. Je fournissais les textes. Et puis on travaillait à l'ancienne évidemment. Mais de façon très efficace parce que c'était quelqu'un de rapide, d'efficace, oui. Marc. Puis on travaillait en très bonne intelligence, c'est-à-dire pendant, il y avait un livre qui paraissait chaque année, et pendant une semaine, nous étions ensemble, et on travaillait à fond sur la préparation du livre. Lui, il avait les textes qui tombaient, ou il les récupérait en placard. Les illustrations que j'avais fournies, c'est lui qui avait, suivant mes indications, qui avait fait réaliser comment ça s'appelait, les typons, l'équivalent des clichés, et qui ensuite les montait à la main, suivant les méthodes d'autrefois. Ces livres avaient une allure tout à fait propre, particulière. Et ils mêlaient, comme vous l'avez dit, l'histoire proprement dite de l'arme, mais mêlée à l'histoire tout court, donc l'histoire avec un grand H. Moi j'étais passionné déjà par l'histoire, et je retrouvais l'histoire à travers les armes. J'ai fait des travaux innombrables pour retrouver la trace des armes dans des faits historiques, des occasions, des anecdotes, etc. C'était drôle, c'était amusant, même si j'ai passé beaucoup de temps, c'était intéressant. Vous diriez que cette collection a bien fonctionné?
bien marché et que ces ventes ont été à la hauteur de Pour vous donner une idée, les 3 premiers volumes, les autres un petit peu moins, mais ils ont continué à bien fonctionner, mais les 3 premiers volumes se sont tous vendus à 100 000 exemplaires à peu près. Qui était un très beau succès, Qui évidemment. dans l'édition est pas mal. Voilà. Et alors ce goût pour les armes, vous aviez été combattant en Algérie, engagé volontaire à 18 ans. Vous aviez là-bas utilisé, j'imagine, le PM MAT 49, le MAS 49-56, Ça restait très limité. le fusil mitrailleur 24-29, mais tout ça, ça vous donnait, bien que vous ayez été un brillant fantassin, un chasseur à pied ou un fantassin colonial, ça vous donnait une expérience relativement limitée du monde des armes. Pourquoi cet intérêt particulier à ce moment précis? Vous sortiez de l'activisme politique, vous aviez vu les limites dans une certaine manière de ce qu'avait été l'engagement de nos amis militaires dans toutes ces affaires Algérie française. Donc ça peut en quelque sorte surprendre celui qui avait voulu rédiger en prison à travers la critique positive l'équivalent de ce qu'avait été le que faire de Lénine en son temps. Le voilà qui s'intéresse à la mécanique particulière de la Winchester ou du Luger 9 mm. Quelle est l'origine de cet intérêt? D'abord, il s'est produit une rupture que j'ai produite. J'ai voulu, après ces années d'action politique tout à fait intense, j'ai ressenti à la fois une lassitude et j'ai ressenti profondément que ça n'était pas ma vocation. Ça, c'était essentiel. Je m'y étais donné autant qu'on puisse s'y donner, mais j'avais découvert au fil du temps qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quelque chose qui clochait, qui tenait à mon tempérament, certainement. J'avais déjà un tempérament d'historien. C'est-à-dire que pour mener une action politique, quelle qu'elle soit, il est nécessaire de faire une certaine part au grossissement des choses, notamment en ce qui concerne l'adversaire ou soi-même. Il ne faut pas lésiner sur les propos un peu durs concernant l'adversaire, mais même si au fond de soi, on se dit non, c'est pas tout à fait vrai. C'est nécessaire pour le combat, mais c'est pas satisfaisant intellectuellement. Alors, les raisons pour lesquelles ce type a agi, je crois, sont pas celles-là. Et j'étais toujours retenu par mon souci d'honnêteté historique. Très souvent. Et un beau jour, puisque mes efforts politiques n'avaient pas abouti, et ils n'avaient pas abouti à la fois parce que la période ne s'y prêtait pas, c'est évident. Je me souviens très bien d'un personnage historique qui est connu, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, que j'avais eu l'occasion de croiser dans ces années-là, et qui en 1974, je crois bien, me rencontrant, nous étions croisés, donc il me parle aimablement, me dit « Dominique, est-ce que tu ne sens pas que ça vient ?» Je lui ai dit « Je sens rien du tout. » Il me dit « Mais moi, je sens que ça vient. » Et alors, je me présente aux élections présidentielles. Alors, on peut retenir à la fois la date et le résultat. En 1974, aux élections présidentielles, il a fait 0,74 des voix. Facile de se souvenir. Bon. Alors ensuite, il a connu des succès plus importants, mais moi, ça me semblait dérisoire. Et s'acharner à
à tourner comme ça pour obtenir un jour des résultats électoraux, ça ne m'amusait pas. Faire un putsch, oui. Agir avec des effets visibles, tangibles, immédiats, etc., oui, ça c'était amusant. Mais bon, l'action électorale, comme ça, sur 15, 20 ans, 50 ans, etc., c'était pas du tout mon truc. Enfin, ça ne me faisait pas bouillir l'imagination. Je me souviens d'un meeting où nous étions ensemble à Bernay dans l'Eure, où manifestement vous avez découvert en partie ce jour-là la vanité un peu de certains efforts. En effet, et la qualité pas toujours exactante de nos interlocuteurs. Bon, bref, j'ai décidé de mettre un terme à ça en me disant, tu n'es pas fait pour ça, moi. C'était un acte de lucidité personnelle, et j'ai bien fait, naturellement. Je n'étais pas fait pour ça. Même si j'avais participé antérieurement de la façon la plus active, la plus folle, à toutes sortes de choses. Mais je me rendais bien compte que, quelque part, je me forçais. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de couper pour deux raisons. De couper d'abord parce que ça ne correspondait pas à l'évidence à mes aptitudes, et il valait mieux que celle-ci soit orientée dans un sens meilleur. Et par ailleurs, j'avais entraîné un certain nombre d'hommes, parfois de jeunes femmes, jeunes, dans des actions. Par chance, il y a eu à ce moment-là une suite immédiate dans le cadre des étudiants nationalistes qui a été assurée par la création très rapide de la nouvelle droite. Et je ne voulais absolument pas interférer dans les initiatives qui seraient prises. Je ne voulais pas jouer à l'ancien, à celui qui était porteur de je ne sais quel passé, pour donner mes appréciations et gêner en quelque sorte ceux qui entreprenaient quelque chose de neuf. Donc j'ai décidé de les laisser faire en toute liberté, de leur laisser toute liberté, et ça ne pouvait se faire que si moi je me tenais complètement à l'écart. C'était une décision très consciente, très raisonnée, très volontaire, à laquelle je me suis toujours tenu. Ce qui fait que je voulais me mettre à l'écart et entreprendre autre chose. Cette autre chose passait par l'étude historique de différentes façons. Le hasard a voulu que je sente qu'à ce moment-là, il y avait une demande d'un public qui était sans doute le public qui était encore marqué par la guerre d'Algérie d'une façon ou d'une autre, même si celle-ci s'estompait, mais il y avait toujours une sorte d'horizon de la guerre qui était là, qui fait qu'il y avait des hommes surtout qui étaient friands de ce qui se rapportait aux armes. Moi, les armes m'intéressaient depuis très très longtemps. Je n'avais pas sur elles une connaissance encyclopédique encore, que j'ai acquise ultérieurement, mais je m'y intéressais, j'avais des idées sur la chose, et je suis très rapidement rentré dans ce milieu, y compris celui des armuriers, des fabricants, etc. Je me suis intéressé à ce qui était fait historiquement, et surtout, je voulais établir un lien entre l'arme ou les armes et l'histoire. Pour moi, les armes n'étaient pas des instruments dénués de sens, statiques, mais c'était des acteurs qui avaient joué un rôle, qui pouvaient jouer un rôle, et je voulais les mettre en scène. Et dans mes livres, il y a une mise en scène imaginative des armes à travers une foultitude d'anecdotes que je suis allé récupérer avec passion et avec plaisir.
j'ai fouillé dans des innombrables manuscrits, livres, etc., pour retrouver le rôle qui avait été celui du revolver 73, revolver français, dans la conquête de Lubangui-Chari, par exemple, bon, etc., etc. Du Colt 40, enfin des Colts innombrables, puisqu'il y en a des variétés nombreuses dans l'histoire de l'Ouest américain. Il y avait également des thèmes. Il y a eu un volume sur les armes de la résistance, Voilà. par exemple, ce qui était l'occasion de faire passer un certain nombre de réflexions, de messages, d'interprétations originaux. C'était le point de départ autour de cet épisode de la résistance. C'était le point de départ, dans une certaine mesure, d'un livre historique très sérieux, qui était l'histoire critique de la résistance. D'ailleurs, c'est ça. Parce que j'avais perçu, à ce moment-là, travaillant déjà sur des documents, travaillant sur les documents du SOI, c'est-à-dire les services secrets britanniques qui avaient accompagné la résistance, qui avaient fourni les armes et les équipements. J'avais accumulé une masse documentaire déjà importante. Je me faisais une certaine idée de ce qu'avait été réellement la résistance. Et ça m'a beaucoup aidé ensuite pour un travail qui était purement historique sur le sujet. Et cet intérêt pour les armes, il va déboucher de manière plus large et plus générale sur l'histoire militaire, qui va être aussi une autre dimension de votre travail, notamment à travers une collection qui elle-même va rencontrer un très grand succès, qui pouvait paraître surprenant d'ailleurs, hein, dans le contexte, je dirais, intellectuel, idéologique de l'époque, hein, marqué par le pacifisme sous ses formes diverses, l'antimilitarisme évidemment, c'est la collection Corps d'élite, qui a été un véritable événement éditorial, on peut retenir le terme, hein, avec une équipe d'auteurs déjà connus ou qu'ils seront par la suite, Jean Mabir, hein, bien sûr, en première ligne, Erwan Bergaud, bien entendu, François d'Orcival, oui, auteur d'un volume consacré aux Marines, hein, et un certain nombre de tranches d'histoire, de oui, séquences d'histoire étaient évoquées évidemment à travers ces ouvrages, où il y avait bien sûr la dimension relevant proprement de l'histoire militaire au sens classique, mais où passait également, je dirais, tout un souffle épique au niveau de la forme. Hein, je pense notamment à certains ouvrages de Jean Mabir. Hein, c'est le cocktail qui va faire la réussite de la collection, réussite conditionnée également par la vision globale qui commandait la dite collection, et que vous avez parfaitement formulée dans l'introduction du volume auquel j'ai participé, Les Corps d'élite du passé, où vous évoquiez au début l'esprit de Sparte, qui, là, en quelques pages, rendait compte d'une vision profonde, à la fois historique, anthropologique même, de ce qu'est l'humanité guerrière. Cela m'est valu une lettre extrêmement élogieuse que j'ai dû conserver quelque part de Jacques Benoît Méchain, grand historien militaire. Oui, et puis dont vous serez proche d'ailleurs. Très proche. Ensuite, à travers Balticum, nous en parlerons. Je fais une incidente, si vous permettez, pour Benoît Méchain, puisque nous en parlons. Benoît Méchain m'a apporté toute la connaissance qui était la sienne, et j'ai lu tous ses livres avec une grande attention. Oui, tous ses livres. J'en ai exploité certains, au meilleur sens du mot, pour mon histoire de la collaboration, car il apporte un témoignage exceptionnel. Tant il y a toute une part de ses souvenirs, longue part de ses souvenirs, qui n'avaient jamais été retouchés. Et les seuls souvenirs fiables sont rares, ce sont ceux qui ne sont pas retouchés après coup, hein, qui sont écrits de façon brute, sur le moment,
et que l'on peut retrouver après. C'était le cas pour De la défaite au désastre, en 2 volumes. Alors, je ferme cette petite parenthèse, mais Jacques Benoît Méchain m'a apporté autre chose. J'ai lu ses livres, avec attention. J'avais commencé par lire son histoire de l'armée allemande, et puis j'en ai lu d'autres. Et je me suis toujours intéressé à la qualité de l'écriture. J'avais le désir de perfectionner mon écriture. J'avais le désir d'écrire de mieux en mieux. Pourquoi? Pour porter quelque chose aux autres, afin que mon instrument soit le meilleur, le plus vivant possible. Et j'ai trouvé chez Jacques Benoît Méchain une technique d'écriture, je dirais, qui à bien des égards me convenait, que j'ai ensuite adapté, transformé, etc. Mais je suis heureux de lui rendre cet hommage. Il a compté, au-delà de ces informations, des idées, de l'estime que j'avais pour l'homme, ô combien estimable. Il a compté aussi pour forger ma façon d'écrire. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont joué un rôle, mais lui a joué un rôle. Pourquoi? Parce que j'étais attentif à ce qu'il écrivait. J'aurais pu lire comme tout le monde en disant c'est pas mal, intéressant. Non, moi je reprenais les phrases, je disais comment a-t-il fait pour amener cette histoire? C'est formidable, sa façon de l'amener. C'est formidable, il a réussi à trouver une anecdote qui prend sa place exactement et qui donne tout à coup une lumière à ce qu'il avance, etc. Bon, voilà, je m'intéressais à la forme qui est celle de l'écrivain, et je me suis efforcé par la suite dans mes livres d'en faire bon usage. Voilà. Chapeau au passage, Benoît Méchain. Et alors cette collection Cordélite, elle aussi, vous évoquiez le succès des livres consacrés aux armes, elle rencontre un très gros succès. Oui. Cette collection Cordélite, avec des traductions. Avec des traductions. Des traductions à l'étranger. Des traductions à l'étranger, version très rapide en livre de poche. Est-ce qu'on est dans les mêmes eaux de diffusion ou même Pas très loin. Pas très loin. Pas très loin. Pas très loin. Et ça correspondait à une époque qui était à peu près la même époque. Ça correspondait à une époque, ça correspondait donc à une attente d'un public qui ensuite disparaîtra. Pour des raisons qui peuvent se comprendre. Mais voilà, il y avait à un moment donné une attente à laquelle nous avons répondu d'une façon ou d'une autre. Nous sommes là dans les années 70, la première partie des Oui. années 70, en gros, à un moment, il faut le rappeler, où nous avons en France tout le développement d'un courant antimilitariste en 73 avec la loi sur les sursis, etc., les comités de soldats, il y a toute une agitation issue d'ailleurs de mai 68, gauchiste, où a priori le climat ne semble pas très favorable pour ce genre de production. Or, il se trouve qu'il y a des résultats éditoriaux, des résultats commerciaux qui sont tout à fait intéressants, et ce qui vaut pour la collection Cordélite vaut aussi pour certains des ouvrages de notre ami Mabir, qui à peu près dans le même temps remporte ses plus gros succès avec ses ouvrages d'histoire militaire, ce qui peut paraître paradoxal, mais qui est tout de même révélateur qu'il existait un public, une mouvance, certes aux limites un peu informelle, mais qui est en attente de quelque chose. Oui. On le verra d'ailleurs aussi, nous l'évoquions tout à l'heure, avec l'écho que va rencontrer à cette époque-là le Grèce, la Nouvelle Droite, qui va séduire tout un public en déshérence de repères idéologiques cohérents, correspondant à la période donnée. Oui. Alors, il y a les armes, il y a l'histoire proprement militaire. Dans ce domaine de l'histoire, au sens, je dirais, étroitement militaire, on peut signaler aussi votre ouvrage sur Gettysburg,
Vous aviez déjà en amont le Blanc Soleil des Blanc Vaincus. Soleil Là, des c'était Vaincus. une histoire plus générale Oui. de la guerre de sécession, Oui. vue d'une manière, je dirais, originale ou personnelle, Romantique. dans ce qu'était le contexte de l'époque, Romantique. et dans ce qu'était la langue de bois historique à propos Ouais. de cette guerre de sécession. Et puis bon, il y a eu Gettysburg, là c'est l'analyse d'une bataille au sens Oui. plus classique du terme, encore qu'on ne reste pas dans le domaine de la seule technique militaire, puisque on replace l'événement, bien entendu, dans un contexte plus large, ce qui est la bonne démarche historienne, dans une certaine manière. Oui. C'est l'époque où Duby publie son Dimanche de Bouvines, qui à certains égards correspond à une démarche un petit peu analogue. Oui, tout à fait. Je Ouais. dirais l'historien marginal hors du sérail va produire Gettysburg, le mandarin universitaire de talent d'ailleurs va produire Bouvines Oui. durant cette période-là. Alors au-delà des armes proprement dites, au-delà de l'histoire militaire, il y a un autre domaine dans lequel vous vous êtes illustré, entre guillemets, c'est le domaine de la chasse. La chasse, d'abord, à l'évidence, c'est une expérience personnelle, une passion personnelle. Ça va être aussi un domaine dans lequel vous allez intervenir également à travers des livres. D'abord, dans la collection consacrée aux armes, il y a certains ouvrages, évidemment, qui concernent les armes de chasse. Et puis alors, vous allez... je dirais, conclure un petit peu ou manifester cette passion, cet intérêt pour la chasse à travers un ouvrage que je considère pour ma part comme un véritable petit chef-d'œuvre, qui est le Dictionnaire amoureux de la chasse, publié dans la célèbre collection des éditions Plomb. On connaît la formule de cette collection, il s'agit à travers des entrées alphabétiques. C'est moi qui ai créé la formule. Du Dictionnaire amoureux? Ouais. Ce n'est pas moi qui ai créé le titre, Ah oui, oui. mais Jean-Claude Simoën, qui Oui. était le directeur de la collection, j'avais été mis en relation avec Jean-Claude Simoën par une amie, qui lui avait vanté les mérites possibles d'un premier volume sur Dictionnaire amoureux de la chasse. Et il n'était pas fermé à ça parce que c'est un curieux personnage qui a vécu dans le milieu parisien constamment, mais qui a une maison en Normandie, pas tout à fait cette Normandie-ci, mais dans une autre Normandie plus proche de Caen, où il fait l'élevage de canards exotiques, etc. Donc il s'intéresse aux animaux. Il a un frère qui est chasseur. Bref, il n'était pas fermé à cet univers-là. Et il a imaginé qu'il y avait un public potentiel important pour le thème de la chasse. Il m'en a parlé, j'ai dit oui, je suis d'accord pour traiter ça, mais il faut trouver la formule. La formule n'était pas trouvée encore. Ce qui était trouvé, c'était le titre, Dictionnaire amoureux de la chasse. C'est un joli titre, pas évident d'ailleurs, parce que c'est un titre qui pouvait être équivoque. Mais le titre a marché. Ensuite, il a fallu mettre au point le contenu d'un volume. Et c'est moi qui ai essuyé les plâtres en lui proposant mon propre contenu, à tout point de vue. C'est-à-dire que j'ai décliné les entrées de la lettre A à la lettre Z, mais sans aucun rapport évidemment avec un dictionnaire classique. C'est lui qui m'avait mis naturellement sur la voie, en me disant liberté absolue et votre subjectivité. C'est votre subjectivité qui doit parler. Donc vous parlez de ce que vous voulez, à condition que vous aimiez le sujet. Et là, vous pouvez y aller au maximum tant que vous voulez. C'est beau. Et moi, je lui ai suggéré de faire commencer chaque chapitre par une petite vignette tirée d'une vieilles illustrations, notamment des bois gravés qui sont très nombreux dans le domaine de la chasse, et d'avoir en fin de chaque entrée ou de chaque petit chapitre également une vignette
signalant la fin. Alors, c'est moi qui lui ai fourni toutes les vignettes, puisque j'avais ça en abondance dans mes collections, que j'ai toujours d'ailleurs dans un coin. J'avais d'innombrables, je me suis toujours intéressé à l'iconographie, j'avais d'innombrables gravures de chasse, donc j'ai sorti les gravures de chasse pour la présentation des chapitres et pour la fin. Puis je lui ai fourni, etc., ça lui a plu, et à partir de cela, c'est devenu la règle pour l'ensemble de la collection, avec des variantes, parce que tout le monde n'avait pas comme moi une collection d'illustrations disponible. Mais le point de départ, la conception même, à partir d'une idée générale floue qui était la sienne, c'est en travaillant avec moi, on a beaucoup travaillé ensemble, c'est avec travaillant avec moi que l'idée de la collection a pu naître, avec un résultat général qui est intéressant, c'est une collection intéressante. Alors c'est un ouvrage qui rend très bien compte de votre intérêt, de votre passion pour la chasse, qui a de quoi séduire même bien au-delà du public des chasseurs effectifs, parce qu'il est porteur de nombreuses réflexions, de perspectives tout à fait originales quant à l'interprétation justement de cet art de la chasse. Il y a notamment un chapitre intitulé, il y a là un clin d'œil évidemment à Junger et à son ouvrage fameux La guerre notre mère, un chapitre intitulé La chasse notre mère. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression qui est un petit peu au point de départ de l'histoire de la chasse? Et de l'histoire des hommes. Et de l'histoire des hommes, oui. Et de l'histoire des hommes. Je me suis appuyé naturellement sur différents travaux d'éthologistes, d'archéologues, etc., qui ont bien montré que la chasse joue un rôle fondamental dans l'éveil de l'humanité ou des différentes humanités. Elle est non seulement ce qui est à l'origine du début des sociétés, elle est à l'origine des débuts aussi des conflits entre sociétés, elle est donc à l'origine de la guerre, de la petite qui deviendra plus grande guerre ensuite. Elle est à l'origine des grands rêves de l'homme, car très vite on retrouve, grâce à des fouilles archéologiques, on découvre toute une statuaire, toute une création artistique très ancienne, préhistorique, qui est dédiée à la chasse, de qualité parfois magnifique. Est-ce qu'on le retrouve dans la civilisation des grottes ornées de façon significative à vos yeux? Ô combien. Et est-ce que vous pouvez attribuer une continuité, alors même que l'histoire montre que cette civilisation des grottes ornées s'est arrêtée à un certain moment? En tout cas que la production des ornements s'est arrêtée. Mais elle a duré si longtemps. Elle a duré 9 ou 10 millénaires, quelque chose comme ça. Même un peu plus. Même un peu plus. Une quinzaine de milliers, c'est vers les années moins 30 000 qu'on situe la grotte Chauvet. Et la fin du Magdalénien, la grotte de Nio, c'est vers moins 11 000, moins 12 000. Donc c'est une séquence extrêmement longue dans notre Europe occidentale. 20 000 ans. Et vous voyez là, quand vous titrez ou vous sous-titrez 30 000 ans d'histoire européenne, est-ce que la chasse n'est pas cette espèce de fil conducteur, d'une certaine façon, ou sa représentation esthétique entre la civilisation des grottes ornées et jusqu'à la modernité, ou une certaine modernité? C'est certainement, à mon sens, l'un des grands fils conducteurs. Nos ancêtres avaient certainement une vision esthétique, poétique, très forte de la nature sauvage, à laquelle ils se sentaient étroitement liés d'une façon ou d'une autre. Ce qu'ils ont représenté
le plus souvent, ce ne sont pas des gibiers destinés à la consommation. C'est ça qui est intéressant, puisque les études ont été faites de façon systématique pour identifier les animaux qui étaient représentés. Il y a des animaux qui étaient destinés à la consommation, mais d'une façon générale, ça n'était pas le cas. Il s'agissait donc d'animaux emblématiques de la puissance. Et on peut établir une relation évidente entre cette représentation et celle qui sera souvent celle de l'héraldisme européen dans une période bien postérieure. C'est-à-dire qu'il y a chez l'Européen, et ça n'est pas vrai dans d'autres civilisations, qui négligent l'animal ou détestent l'animal, ou le méprisent. L'Européen n'a jamais méprisé l'animal. Le comportement de l'Européen, par exemple, avec l'animal de compagnie, est unique. N'a pas son équivalent nulle part ailleurs. La relation avec le chien, par exemple, ne se retrouve dans aucune civilisation. Ça signifie quelque chose. Ça signifie un lien particulier avec la nature. Une nature qui est sacralisée dans une certaine mesure. Il me paraît évident que de la part de ces artistes, pendant des millénaires, d'avoir reproduit aussi admirablement, pour ceux que nous connaissons, ces représentations d'animaux, c'était une représentation sacrée. Ce n'était pas une représentation esthétique dans le modèle 19e siècle pour faire joli dans un salon. Non, c'était quelque chose de profond qui engageait complètement ces hommes. Et cet engagement profond signifie quoi? Signifie le lien qui les unit profondément à la sauvagerie et à la manifestation la plus achevée de la sauvagerie, puisque ce qu'ils représentent, ce sont les animaux souvent dangereux, ceux qui sont difficilement atteignables et ceux qui représentent une puissance. C'est plein me semble-t-il, d'enseignements sur nous-mêmes et sur nos origines. Et cela renvoie au titre de 2 des chapitres du dictionnaire de la chasse qui sont particulièrement significatifs. L'un s'intitule Le bestiaire magique et l'autre La forêt enchantée. Oui. Et je crois que ça correspond tout à fait, ça résume tout à fait ce que vous venez d'exprimer concernant ce rapport à la nature particulier à ce qu'a été la vieille Europe depuis des origines extrêmement lointaines.